Bonsoir Daniel Yankou Agou. Je suis heureuse au nom du Cercle de généalogie, CGJ, de vous revoir. Vous étiez déjà venu nous parler de Djelfa. C'est une égo-histoire et votre conférence a battu les records de réécoute puisqu'elle a été réécoutée 1700 fois. Donc j'espère de tout cœur qu'il en sera de même pour cette conférence-ci. La conférence que vous allez donner est davantage en rapport avec votre parcours universitaire, puisque c'est un travail fondé sur un travail archivistique très poussé. Vous êtes euh, très connue. Je rappelle néanmoins quelques éléments biographiques. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, laboratoire d'études sur les monothéismes, professeur associé à l'Institut de judaïsme Martin Buber de Bruxelles, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, auteur de très nombreux articles et de plusieurs livres, dont Régine Catherine et Bonnet de Latte, paru aux éditions du Cerf. Euh, vous allez nous parler de Nostradamus. Le titre, vous avez publié un livre qui s'appelle Aux origines de Nostradamus, généalogie. On dirait un livre fait pour notre cercle de généalogie. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir vous écouter car non seulement parce que nous connaissons vos compétences universitaires remarquables, mais parce qu'il s'agit aussi d'un sujet très, très neuf. C'est-à-dire que vous avez mis en lumière, ce qui n'avait jamais été fait, les ascendances maternelles de Nostradamus. Bon, on sait qu'il vient d'une famille de conversos, de convertis, de néophytes, mais cette branche-là n'avait absolument pas été mise en lumière. Cher Daniel, c'est à vous. Oui, merci pour votre invitation. Merci aux auditeurs et auditrices sur un sujet en effet neuf qui est venu à moi plus que je n'ai été vers lui. C'est au cours de mes recherches qui portaient sur les convertis de Provence, sur les néophytes, qu'il m'a été donné de rencontrer la famille de Nostradamus. Parce que derrière l'oracle, derrière le mage, le prophète, j'ai découvert un lignage, une famille et un homme. Et je pense que c'est ce qui fait l'originalité de cet ouvrage, à savoir la découverte des ascendants maternels dans l'historiographie nostradamienne, si je puis dire. On ne connaissait que les écrits de la famille et d'un ami, d'un disciple. Donc, on avait la doxa familiale et son petit frère, Jean de Nostredame, a écrit des ouvrages assez fantaisistes où il a magnifié évidemment l'ascendance de Nostradamus. Il a inventé le grand-père Pierre de Nostredame aurait été le médecin du roi René et de son fils, le duc de Calabre. César de Nostredame, le fils de Michel, puisant à pleine main dans les écrits de l'oncle, a renchéri en soulignant que les aïeux paternels, Pierre de Nostredame, auraient été témoins dans les testaments du roi René, qui décède en 1480, période de relative clémence, et il dit encore qu'ils auraient été témoins du testament du successeur du roi René, Charles III du Maine. Alors, ce sont des choses fantaisistes qui n'ont pas été vérifiées par les historiens. Mais au milieu du XXe siècle, on se nourrissait de Nostradamus. Jean M. de Chavigny, de 30 ans son cadet, son jeune disciple, lui aussi a voulu glorifier l'ascendance de son maître, de son mentor, et dans cet effort de glorification, il a magnifié la généalogie de Nostradamus.
Et c'est seulement en 1941, au milieu du XXe siècle, qu'un fin généalogiste, le médecin Edgar Leroy de Saint-Rémy-de-Provence, a pu trouver dans les archives avignonnaises traces de la véritable identité de ce fameux Pierre de Nostre-Dame. Il a trouvé que ce Pierre de Nostre-Dame s'appelait en vérité, était un Olim Iudeus, un autrefois juif, et qu'il s'appelait en vérité Guy Gassonnet. Un autre chercheur, en 1960, Lez, on ne connaît pas son prénom, c'est E. Lez, a trouvé que le père de Guy Gassonnet, donc de Pierre de Nostre-Dame, lui aussi était un converti du nom d'Arnoton de Vélorgue et qu'il s'appelait autrefois Davin de Carcassonne. Donc, des ancêtres bien juifs du comte avenessin. Et il faut dire que Pierre de Nostre-Dame, dans son passé juif, lorsqu'il s'appelait Guy Gassonnet, avait une épouse juive, évidemment, Benastrug, qui n'a pas voulu le suivre, qui a été rétive à la conversion, qui n'a pas voulu le suivre dans ce chemin de l'abandon du judaïsme ancestral, et il l'a répudiée pour épouser en seconde noces Blanche de Sainte-Marie, dont il a été dit qu'elle serait peut-être nouvelle chrétienne elle aussi. Il n'empêche qu'on a ces éléments. Mais ces éléments-là ont été publiés par des historiens du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, auquel s'est associé l'archiviste des Bouches-du-Rhône, Raoul Busquet, dans ce milieu du XXe siècle. Mais ceci a été publié, j'ai fait un rappel par honnêteté historique, mais j'en viens à ce que moi j'ai trouvé dans les archives de Marseille, les archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille. Alors, Nostradamus, j'ai jamais pensé travailler sur Nostradamus. Cela m'aurait paru tout à fait insensé. En 1991, j'ai publié un document sur l'élection de Jacques Turelli à la charge de collecteur des tailles juives, de percepteur d'impôts pesant sur les juifs. Les juifs devaient payer la talia iudeorum, la taille pesant sur les juifs, et pour Marseille, c'est Jacques Turelli qui a été nommé. Les dirigeants de la communauté de Marseille, tous nommément cités, l'élisent, et ce Jacques Turelli paraphe le document, et les signatures sont en hébreu, il ajoute la sienne, Jacques Turelli. J'ai publié ce document à Pau en 1991 sans soupçonner aucunement l'identité de ce personnage. Et en fait, je venais de mettre le doigt sur une mine, Jacques Turelli. Par ailleurs, j'ai soutenu une thèse d'État en 1995, juif et néophyte en Provence, donc qui a porté sur le phénomène de conversion des juifs en Provence. Et par chance documentaire, j'ai trouvé toujours dans les archives de Marseille un document révélant l'identité de Jacques Turelli. Et ce Jacques Turelli, c'était aussi un Olim Iudeus, et il s'appelait dans son passé juif Crégud Bonnet. Ce document date de l'année 1460, pleinement à l'époque du roi René. Et dans ce registre, qui fourmille de documents sur Jacques Turelli, il apparaît d'abord qu'il faisait le commerce de gros bétail. Il vendait des mules, des ânes, toute cette marchandise est bien décrite. Et il s'associe en 1460 avec un autre converti, Pierre de Ribier. Donc nous sommes à Marseille, deux frères convertis de l'époque du roi René, 1460, qui se sont convertis alors que rien ne menace, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de menace d'expulsion. Ce sont des conversions précoces, que j'ai appelées précoces, et ils s'associent tous les deux, ils fondent une société de commerce, et un détail joli, ils s'engagent par devant notaire à ne pas jouer aux jeux de cartes, aux jeux de chance, et sous peine de 25 florins à payer au fisc royal. Donc voilà deux frères néophytes de l'époque du roi René.
Pierre de Ribier, qui appartenait à la famille des Bottarelli de Marseille, une famille de dirigeants communautaires, une famille assez nantie, était le courtier du roi René. Il s'embarquait sur des galéas pour lui fournir des épices rares, des soieries, des taffetas, voilà. Donc, il était déjà le courtier du roi René et il s'est converti assez tôt. Donc, dans la généalogie lacunaire qu'avait laissé Edgar Leroy et tous les chercheurs du milieu du XXe siècle, il y avait le nom de Jacques Turelli, mais sans mentionner son appartenance autrefois juive. Donc, ce fut formidable de pouvoir dire que Crégude Bonnet était en fait Jacques Turelli, et c'est ainsi que dès ma thèse d'État, qui a été publiée en 2001 chez Peters, j'ai déjà élaboré une ébauche de tableau, de croquis généalogiques sur les Nostradames. Et par ailleurs, là, je vous raconte toute ma cuisine pour parvenir aux documents véritablement inédits que j'apporte dans ce livre. Je connaissais l'article de Raoul Busquet sur la fin de la communauté juive de Marseille. C'est un article très important, fondamental. Il publie un document qui raconte que après le tumulte, l'émeute sanglante survenue à Arles en 1484, après la mort du roi René, eh bien, des Juifs de Marseille, sentant la montée des périls, s'embarquent sur des galéas et se dirigent vers Alghero, en Sardaigne, reprenant le chemin du corail de leurs aînés, qui trafiquaient le corail avec la Sardaigne au XIIIe et XIVe siècle. Cette émeute survenue dans une communauté séculaire, la communauté juive arlésienne, qui date du Ve siècle, où il y a eu de magnifiques savants, les Nathan d'Arles, les Avigdor d'Arles, eh bien, cette émeute a été tout à fait inhabituelle dans une communauté relativement paisible. Et il y a eu véritablement un électrochoc, une secousse pour les Juifs de Provence, qui n'est pas un terroir, un espace énorme. Et les Juifs de Marseille, en 1486, s'embarquent vers la Sardaigne. Et le pouvoir municipal, la ville de Marseille, voit d'un très mauvais œil, plutôt riches, vendent leur et partent avec leurs biens, en quelque sorte, transformés en florins, sonnants et très chargés, un témoin pour enquêter sur ce départ clandestin. Et qui va-t-elle nommer? La ville de Marseille. Elle va nommer évidemment Jacques Turelli. Et Raoul Busquet a écrit cet article en 1927. Il ne connaissait pas le passé juif de Jacques Turelli et très ingénument, il a écrit dans son article comme si Jacques Turelli était dans le secret des Juifs de Marseille. Mais oui, la recherche progressant, et là je renvoie au livre de Georges Duby, L'histoire continue, il m'a été permis de donner une réponse. Oui, Jacques Turelli était au courant, était dans le secret des Juifs de Marseille, parce qu'il s'agissait de ses ex-coreligionnaires, il les connaissait, et par ailleurs, il collectait leurs impôts. Donc, il était au courant de leur potentialité fiscale. Donc, Jacques Turelli leur raconte que 200 Juifs sont partis, tout de même, en 1486. Il donne le nom de nombreuses familles, avec les épouses, les enfants, les belles qui a été bien choisi, et cet article est très précieux. Dans le pouvoir local, le pouvoir municipal, qui agissait, en vérité, les Forbins sont connus sur la place marseillaise, le clan des Forbins et Honorat Forbin surtout, avait décidé de stopper cette hémorragie parce que, évidemment, les profits n'étaient plus à l'horizon. Et alors, il va, figurez-vous,
passez-moi l'expression, en 1486, les Juifs restant à Marseille afin qu'ils déclarent l'état de leurs biens. Et c'était destiné à filtrer évidemment leurs avoirs et les empêcher de liquider leurs possessions et de partir. Donc cet article de 1927 est très précieux et je poursuivais ainsi ma connaissance du personnage. On sait aussi, mais ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le fameux historien Isidore Loeb, avait écrit un article sur l'arrivée de Juifs ibériques en 1492 dans le port de Marseille. 117 Juifs aragonais qui arrivent à Marseille, n'est-ce pas? Et la communauté juive locale était chargée de payer, d'assurer le transit, et seulement le transit, de ces Juifs en détresse. Et qui, alors la communauté doit payer leur transit, trouve-t-elle des florins, et étonnamment auprès de Charles Forbin. Donc on voit finalement ce lignage des Forbins encadrer la communauté juive très étroitement, évidemment pas innocemment pour en profiter, et c'est intéressant, je l'ai constaté. Maintenant, les mannes providentielles, ce que j'ai pu trouver dans les archives, et ce sont des documents exaltants, figurez-vous que ce sont 5 contrats de mariage concernant les Turelli. Le mariage de Jacques Turelli en 1460 et le mariage de ses 4 enfants. C'est quelque chose quand même. C'est le bisaïeul de Nostradamus, et donc les enfants, j'ai les contrats de mariage du grand-oncle de Nostradamus et des 3 grandes tatas, 3 grandes tantes de Nostradamus. Tout de même, c'est intéressant. Alors, le mariage de Jacques Turelli se fait l'année où il se convertit, en 1460. Il épouse Isabella qui est une néophyta aussi. Le document dit qu'elle s'est régénérée sur les fonds baptismaux, et elle lui apporte la somme de 200 florins en dot. 200 florins, on pouvait acheter une maison à l'époque, n'est-ce pas? Donc, dans ce document que j'ai publié, alors ces 4 documents matrimoniaux, je les ai publiés lors d'un colloque qui avait eu lieu à Vienne, en Autriche, relatif, ce colloque, au legs historiographique du médiéviste Bernard Blumenkrantz, qui a été un pionnier dans l'histoire juive médiévale française. Dans ce document du mariage de Jacques Turelli, il était désigné comme filius exoticus, fils étranger ou fils exotique de maître Bernard Turelli. Alors j'avais présumé que c'était son parrain, qu'il en était le filleul, fils exotique, mais par la suite, d'autres documents m'ont révélé la signification de ces vocables, de ces termes. Donc 1460, le mariage de Jacques Turelli, tout nouveau converti. 16 ans plus tard, il marie son fils, Jacques Turelli Junior, à Bartholoméa de Provence. Et Bartholoméa de Provence, c'est la fille du converti Marbotin de Provence, qui s'appelait autrefois Vidal Salmier de Tarascon, converti vers 1467. Donc Jacques Turelli marie son fils dans une famille de néophytes tarasconnais qui sont appelés à prospérer. Et d'ailleurs, Bartholoméa lui apporte 300 florins de dot. Puis, la même année, en 1476, il marie Béatrice. Et Béatrice Turelli, c'est la grand-mère de Nostradamus. Donc, je vais m'attarder un peu plus sur ce mariage. Il lui donne comme dot 200 florins. Elle va épouser, Béatrice Turelli, elle va épouser René de Saint-Rémy. Donc, vous voyez qu'on s'approche de Saint-Rémy, des Nostrodames. Il lui promet 200 florins de dot qu'il va s'engager à payer assez rapidement. Il promet des alimenta. Les alimenta, ce sont des promesses d'entretien, en quelque sorte, pendant 3 ans.
elle et les enfants qui vont naître. Et nous sommes au XVe siècle. Il y a un détail très joli. Il s'engage à assumer la gésine. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gésine? Eh bien, il s'engage à assurer les 40 jours qui suivent l'accouchement, 40 jours durant lesquels l'accouché reçoit des visites. Donc, il gère ce dossier-là. Donc, c'est un document assez intéressant. Béatrice Turelli, qui est dotée par son père de 200 florins, et le mariage a lieu en 1479. Mais du côté de René de Saint-Rémy, la famille n'est pas en reste. Maître Jean de Saint-Rémy va doter aussi son fils. Va-t-elle mourir? Il y a sa restitution de dot. Et pour la restitution de dot, deux témoins figurent. Edgar Leroy de Saint-Rémy en parle, ce médecin qui a trouvé le premier document. Et ces témoins, vous les connaissez à présent, c'est Marbotin de Provence et Pierre de Ribier. Mais Edgar Leroy ne soupçonne pas que ces témoins en question de la restitution de la dot de Béatrice Turelli sont des néophytes. Donc, petit à petit, vous allez voir, on baigne dans le milieu des néophytes de Provence et j'arriverai, mais j'anticipe sur la conclusion, j'arriverai à dire que Nostradamus a été entouré, enfin les aînés de Nostradamus ont été entourés de juifs et de néophytes, et lui-même sera entouré de descendants de néophytes. Donc une part pleinement juive. Donc ça, c'est le mariage de Béatrice Turelli, la grand-mère de Nostradamus. Et il marie deux autres filles, Douce Turelli, Dulson, Douce Turelli. Il a marié un juif aixois, converti bien sûr, que je connais bien, qui s'appelait autrefois Astruc Jacob et qui est devenu le néophyte Emmerich Malespine en 1486. Et Emmerich Malespine va devenir un marchand lainier prospère et il va connaître une ascension sociale incroyable. Il se convertit en 1486. Dès 1519, il y a ses lettres d'anoblissement. On a ses armoiries que j'ai données dans le livre sur Nostradamus. Il y a un cahier de photos en couleur et vous verrez ces belles armoiries. Il achète la seigneurie de Montjustin dès 1523 et donc Jacques Turelli promet sa fille Doucette à un néophyte opulent et influent. Et la dernière, Françoise Turelli, qu'il marie en 1496, elle est promise à Simon Nicolaï d'Arles. Donc vous voyez, il a marié un fils à Tarascon, la grand-mère de Nostradamus à Saint-Rémy, Douce Turelli à Aix-en-Provence et Françoise Turelli à Arles. Donc il y a véritablement un maillage matrimonial dans toutes ces cités. Il a cherché des conjoints de même rang social parce que en se convertissant, en travaillant pour la municipalité de Marseille, si je puis dire, il va arrondir son patrimoine et ses ambitions vont grandir aussi et il marie ses enfants très bien. Simon Nicolaï, le dernier gendre en question, qui épouse Françoise Turelli, est le fils et héritier de Jean Nicolaï d'Arles, qui s'appelait autrefois Crescas Vidas Ferrier, qui est converti vers 1464. Ce sont tous des frais néophytes de l'époque du roi René, qui est un médecin lettré et dont on a l'inventaire après décès pour l'année 1483. Et dans ces rayonnages, ce médecin lettré avait Galien, Hippocrate, Avicenne, Isaac Israéli, toutes
l'école de Montpellier avec Arnaud de Villeneuve, Gérard de Solo, Bernard de Gordon. Donc, elle entre dans une famille lettrée. Aujourd'hui, on dirait une famille d'intellectuels. Et voilà un petit peu les contrats de mariage que j'ai présentés en 2013 à Vienne et qui ont été publiés en 2016. Mais je n'avais pas encore décidé de faire un livre sur Nostradamus. Et c'est un autre document, un dernier document, un avant-dernier document qui m'a engagé dans ce projet ambitieux, écrire un livre sur Nostradamus, parce que figurez-vous que j'ai trouvé l'acte de conversion et d'adoption de Jacques Turelli. Je savais enfin, j'ai trouvé trace de sa conversion en 1460, mais dans un document, on a la trace de la conversion. Mais cela ne veut pas dire qu'il est converti ce jour-là. Peut-être qu'il s'est converti auparavant. Or là, j'ai trouvé l'acte de conversion qui date de 1460 de Jacques Turelli. Et là, on a la réponse au fils exotique. En vérité, il a été adopté par Bernard Turelli et d'Henrietta. Et ce couple notarié, évoquant cette fille, mais qui est dans les ordres, qui est frère mineur, ils ont un petit-fils qui va hériter de l'adoption d'un ancien juif. Ils ont vraisemblablement, et quand j'ai trouvé ce document, inédit, et c'est surtout ce versant maternel jusque à vous donner un passage de l'acte notarié relatif à l'adoption, c'est intéressant. Maître Bernard Turelli, charpentier de marine, et Henrietta, son épouse, considérant tenir la sainte grâce à Jacques Turelli, qui a renié la loi mosaïque hébraïque erronée pour la sainte foi catholique et le nouveau baptême sacré, le document, qu'il a eu une première vie avec une épouse juive sans doute, et qu'il a eu auparavant un fils juif, ce qui n'a pas empêché de se convertir en 1460 et de se remarier avec Isabella, n'est-ce pas, elle-même néophyta. Lui a été baptisé devant Jacques de Passis et la dite Henrietta, tandis que Joannet a été baptisé devant honorable homme Jean Forbin et Isoarda, sa mère, étant donné leur amour sincère et dévotion. Ceci pour vous dire qu'on retrouve les Forbins. Un Forbin a parrainé la conversion du fils de Jacques Turelli, et je dois vous dire que ces néophytes, quand ils se convertissaient, ils prenaient les noms de baptême et les noms patronymiques des parrains qui parrainaient leur conversion. Et c'est ainsi qu'on a des noms de néophytes incroyables. J'y arriverai pour évoquer le mouvement de conversion groupé au moment de l'expulsion. On a deux Roquebrune, des d'Entrecasteaux, des Estiennes qui ont été évoquées tout à l'heure. On a même eu des Sabrans, des Grimaldi, et tous ces parrains prestigieux se sont portés garants, en quelque sorte, de la fiabilité de ces nouveaux prétendants à la conversion au christianisme dominant. Donc, on a encore des précisions sur le document notarié. Ce document inédit est du 10 mars 1460. C'est un acte civil, celui de l'adoption, sans caractère religieux en soi. Le rituel de conversion a déjà été effectué. Là, il s'agit d'une cérémonie civile par devant notaire, mais tout de même, je cite, Jacques Turelli, pour lui, ses héritiers et ses successeurs, genoux fléchis, tête découverte, les mains jointes, est en position de supplication. Il fait en somme allégeance. Un instrument est donné à toutes les parties. Le couple adoptant et l'adopté se donnent le baiser de paix. Alors, ces gestes et attitudes d'humilité, on les rencontre, Georges Duby
a raconté l'entrée en vassalité qui va jusqu'au baiser de paix. Donc, j'ai pu trouver le document qui raconte la conversion avec les parrains nommément désignés, dont un Forbin pour le fils, et l'adoption de ce Jacques Turelli. Et le maître d'Ache, le charpentier de marine qui va adopter Crégut Bonnet et qui lui donne son nom, Jacques Turelli, faisait sans doute Jacques Turelli était jeune, plein de promesses, parce qu'on le suit jusqu'en en 1508. Il a fait le pari de l'adopter, il a encouragé sa conversion, et cela va permettre à Jacques Turelli, qui avait peut-être des désirs d'ascension sociale très grands, de réaliser son vœu et son rêve de réussite dans le monde chrétien. Les documents, pour parler des anciens chrétiens, des vrais chrétiens, les nomment des chrétiens d'ancienneté, tandis que les nouveaux chrétiens sont appelés novels chrétiens. Voilà ce que j'ai donné comme document inédit dans ce tableau généalogique qui est maintenant complet, qui est donné dans le livre avec la branche maternelle bien détaillée. Le bisaïeul, le grand-oncle de Nostradamus, les 3 grandes tantes de Nostradamus, et ça a l'air de rien, mais c'est énorme hein, de trouver dans les archives de tels documents, ces documents matrimoniaux. Alors, il est clair que Jacques Turelli a marié ses enfants dans le cercle, dans une nébuleuse néophyte qui vivait à la périphérie des communautés juives encore existantes, parce que les Juifs ne vont être expulsés de la Provence médiévale qu'en 1500-1501. Et là, je vous parle, pour les ancêtres, tant maternels que paternels de Nostradamus, de gens qui se sont convertis dans les années 1460, à l'époque tolérante du roi René. Et pour ces convertis précoces, l'ascension sociale va être phénoménale et très rapide dès la fin du XVe siècle. Ayant démontré le passé, Armand Lunel, qui a été le chantre du judaïsme comtadin, avait dit, Nostradamus avait écrit un article, Nostradamus, un demi-juif. Là, il m'a été permis de démontrer que Nostradamus a une filiation doublement hébraïque, côté père et côté mère. Donc, il est l'héritier d'une filiation hébraïque. Ce sont les documents inédits. Maintenant, évidemment, le personnage de Nostradamus, on en connaît des bribes, ça et là. Mon intention n'est ni de vous parler des centuries, des quatrains, de ces almanachs, de ces pronostications. C'est pas mon propos. Moi, c'est un travail de généalogie et de documentation notariée provençale. Tous ces documents nouveaux que je vous ai cités émanent des archives de Marseille. Donc, Edgar Leroy avait dit, côté maternel, la recherche est difficile à pousser. Et pour cause, les documents se trouvaient à Marseille et ni à Saint-Rémy, ni à Salon, ni dans le comtat vénétien en Avignon. Ça se trouvait à Marseille. Donc, sur Nostradamus, les éléments qui sont connus sur sa destinée, sa trajectoire, on sait qu'il a eu des épreuves à surmonter. Il a connu une certaine forme d'échec à la faculté de médecine de Montpellier. Il s'y est inscrit en 1529, mais il a été radié par le procureur des étudiants, Rondelet. Rondelet, c'est le rondibilis des écrits de Rabelais, n'est-ce pas? Rabelais qui lui aussi a été à l'université, à la faculté de médecine de Montpellier, mais qui lui a fait tout son cursus jusqu'au bout. Alors, il a été radié, Nostradamus, de la faculté de médecine de Montpellier. À Agen, où il s'est trouvé à un moment donné, il a perdu une première épouse et 2 enfants en bas âge. Ce sont des épreuves, n'est-ce pas? Mais son combat pour se reconstruire a été jusqu'à 20 heures et il a pris une sorte de revanche sociale. Il a su être utile en temps d'épidémie
Il a purifié les lieux contaminés par la peste. Il a introduit des notions d'hygiène nouvelles en secourant efficacement ses semblables, et surtout à Aix-en-Provence, où il a été appelé par la ville d'Aix en 1546 pour résoudre le problème de la peste ravageuse qui sévissait. À Aix-en-Provence, tous les notables, tous les parlementaires ont fui dans leur bastide et dans l'arrière-péri, à Brignoles, etc. Nostradamus est resté sur place et il a aidé ses contemporains. Il a aidé aussi ses contemporains à mieux vivre parce qu'il a écrit des esquisses réceptes, un traité des fardements, des senteurs et visant à l'entretien de la santé du corps. Et il a écrit également, il s'est occupé aussi des gourmandises de ses contemporains, puisqu'il a écrit un traité de confiture, tant en miel qu'en sucre. Et enfin, bien sûr, leurs thèmes astraux, conformément à la longue tradition antérieure des lettrés juifs du Midi. Et dans mon ouvrage, je m'attarde un peu sur ces lettrés juifs du Midi qui ont précédé son temps, à Nostradamus, qui avaient des bibliothèques très, très nourries, très importantes. Enfin, homme de son temps, il a financé le projet d'Adam de Craponne pour fertiliser la Crau avec les eaux de la Durance. On le voit faire des dons substantiels pour nourrir ce projet. Donc, il apparaît comme un humaniste, comme un homme de son temps, qui a œuvré pour le bien-être de ses contemporains. Alors, en conclusion, je vous dirais que cette lumière crue et neuve sur le versant maternel, eh bien, immanquablement, ça a enrichi le personnage, la lecture du personnage de Nostradamus, qui a été trop souvent réduite à sa dimension d'oracle, de prophète. Alors, je voudrais vous dire que derrière l'icône, on a découvert, j'ai découvert avec vous, je vous l'ai montré, une histoire, un lignage et un homme. Nostradamus n'est pas un prophète tombé du ciel, mais le produit d'un enracinement profond dans la société des néophytes. Donc, ce livre a délaissé les prophéties, je n'aurais pas été capable de les analyser, pour les parchemins, pour les archives, et cet ouvrage a tenté de faire sortir de la gangue des archives des êtres de chair et de sang. Cela nous a permis d'appréhender ces identités en recomposition où le passé, s'il est renié, ne s'efface jamais complètement, mais continue d'alimenter souterrainement le présent. Et à cet égard, si l'ancienne Provence a transformé ces juifs séculaires en néophytes, en retour, les néophytes ont nourri la Provence, issue d'une autre matrice, possédant d'autres traditions. Il y a eu interpénétration, n'est-ce pas, entre la société dominante et la société marginale des convertis. On les appelle conversos dans la péninsule ibérique. Ici en Provence, ce sont des néophytes, des néophytis, un néophytus, une néophyta. Donc, à travers ces réseaux matrimoniaux qu'a mis en œuvre Jacques Turelli de façon très consciente et très appliquée, on voit les réseaux de solidarité et les liens communautaires, en quelque sorte, entre les néophytes. Ils se sont appuyés les uns sur les autres pour asseoir leur position. Il est évident que les chrétiens d'ancienneté ne pouvaient pas s'allier aussi promptement à des anciens juifs. Les aspérités d'antan ne pouvaient s'estomper et il a fallu une ou deux générations pour que cela se produise. Donc, on se mariait, on vivait dans l'entre-soi, on se mariait entre néophytes. Et ça, c'est intéressant. Et dans ma thèse publiée en 2001, j'ai dû publier une trentaine de contrats de mariage entre néophytes et on voit très bien que les néophytes se comportent comme dans le passé juif. On se marie entre gens de même rang social, il y a des oligarchies médicales et en quelque sorte, ils ont mis un survêtement chrétien
mais il se comporte comme autrefois. Et il est vrai que dans les contrats de mariage, on ne fait plus référence à la Kasuva, à la Ketouba, à l'Instrumentum Hebraicum, mais aux évangiles, à la Sainte Mère, l'Église, etc. Et quant au testament, les testaments des néophytes, ceux que j'ai étudiés, fin 15e, début 16e, sont des monuments de piété, de ferveur chrétienne. Ce sont des néophytes, ce sont des nouveaux chrétiens, et ils s'appliquent à suivre tous les préceptes nouveaux du christianisme qu'ils ont adoptés. En revanche, on a, et c'est un bijou, on a le testament de Nostradamus, c'est quand même pas rien, on a son testament, et lui, c'est la période de la Réforme, son testament est très sobre. Sobriété voulue de ses obsèques, sans doute témoignage d'une sensibilité réformée dans une époque, une période de transition. Il ne recommande son âme qu'à Dieu, le Créateur, en ne faisant aucunement mention d'intercesseurs terrestres, d'intercession de la Vierge, des saints ou de toute la cour céleste. Je m'appesantis sur la substance de son testament, mais là, pour que ce soit plus vivant, je vous dirais qu'on pénètre dans sa demeure, ça n'est pas rien. Ce sont les merveilles des archives qui restituent pour la joie du chercheur ces débris d'écriture venus du fond des âges, ce que Georges Duby, qui a été mon maître, appelait, en citant Michelet, la vie même. Alors on a le détail de tout le mobilier. Une caisse de noyer, la grande caisse qui est dans la salle de la maison, la petite caisse qui est tout à côté, tout un ensemble lié à la literie, la paillasse, un matelas, une couverture, des traversiers, des couvertes de tapisserie, des courtines, des rideaux de lit, des draps, et aussi bien des torchons, des serviettes, une vaisselle toute décrite, tout en étain, des plats, des assiettes, des cruches, des aiguières, etc. Sa femme, il s'est marié en seconde noces, avec Anne Ponsard, qui lui donnera 6 enfants, mais il s'est remarié sur le tard. Sa femme aura naturellement toutes ses robes, ses habillements, ses bagues et bijoux, pour y se en faire à tous ses plaisirs et volontés. En fait, c'est un mobilier et des effets vestimentaires tout à fait conformes à ce que l'on trouve dans les inventaires après décès de la fin du Moyen-Âge et du début du XVIe. Alors, ces papiers, entassés dans de grands paniers, des corbeilles appelées banastes, ses livres et ses lettres pour lesquels il ne veut pas d'inventaire. Et cet ensemble ira, marque particulière d'affection, à celui de ses fils qui profitera le plus à l'étude, et c'est-à-dire qu'à César, son aîné. À César ira aussi sa maison d'habitation, sa coupe d'argent surdorée. Cette coupe d'argent surdorée, moi je l'avais relevée, elle lui avait été offerte par un correspondant allemand et il la lègue à César. Mais la demeure avec la mère et les 3 fils tant qu'ils n'auront pas 25 ans. Après, elle sera entièrement au dit César. Ce qu'il y a de joli aussi, c'est qu'il s'estime encore vigoureux pour son âge et il envisage peut-être d'autres grossesses pour sa femme. Et s'il avait 2 fils, il ferait héritier les garçons à naître. Et si sa femme faisait 1 ou 2 filles, il prévoit pour chacune 100 écus. Et puis dans un codicille du 30 juin 1466, Nostradamus lègue à ses sons, là on voit l'astrologue, ensemble avec son gros anneau, avec la cornaline y enchastrée. Un anneau avec une cornaline encastrée. La cornaline était réputée pour apporter paix et concorde. Elle restait précieuse par ses connotations bibliques. On sait que dans l'Ancien Testament, l'Exode, le prêtre Aaron a 2 pierres de cornaline. Donc, en conclusion, je vous dirais que cette communication s'est attachée à dévoiler les origines maternelles de Nostradamus grâce aux témoignages les plus irrécusables du passé que sont les archives, grâce à des sources méconnues extraites des fonds marseillais de Marseille. Né officiellement dans le giron de l'Église, il est né en 1503, peut-être aurais-je dû vous le dire dès le début, il est né en 1503,
Dans le giron de l'Église, il est né chrétien. Ce sont ses grands-parents qui se sont convertis, unilatéralement, côté maternel et côté paternel. Nostradamus porte néanmoins, par ses deux ascendances, paternelle et maternelle, le poids de la richesse d'une tradition juive qui, si elle n'est pas revendiquée explicitement, n'en constitue pas moins une part de son identité profonde, parce que ces deux lignées ont doublé son héritage judaïque, ce que je vous ai dit à un moment donné. La conversion a fait partie intégrante de son identité familiale sur 2 générations. Et d'ailleurs, ses contemporains, les haineux, selon De Chavigny, son disciple, ne manquèrent pas de le lui rappeler, parmi lesquels Jules César Saligère, très caustique, très dur, qu'il a traité d'impurs vauriens, de juifs, de mâcheurs, d'infâmes charabia. Donc, à terme, ceux qui s'intéressent aux centuries pourront les lire différemment à la lumière de ses origines, avec cette culture du secret héritée du judaïsme et des conversions. Je dois vous dire, pour finir, que ses ancêtres ont été des convertis de l'époque du roi René, des convertis précoces. Il y a eu des conversions de temps de crise. Par exemple, après l'émeute d'Arles, j'y suis vite passé, je ne me suis pas appesanti. Cette émeute d'Arles a été meurtrière. Il y a eu des morts côté juif, 6 morts, côté chrétien même, 7 morts. Et le document notarié qui rapporte cet événement négatif dit que 15 jours après l'émeute, on enregistre 50 conversions, des conversions masculines et féminines, dont celle des fameux Nathan d'Arles, qui ont constitué un lignage éminemment savant. Il subsiste des documents hébraïques d'Isaac Nathan d'Arles dans les fonds d'archives internationaux. Alors, des convertis précoces, les convertis de temps de crise, et il y a les convertis de l'expulsion. Quand l'expulsion a été dictée à la fin du XVe siècle, eh bien, les familles juives, dans ce que j'ai appelé les conversions du dernier recours, optent pour la conversion imposée. C'est où le départ, au XVe siècle, les aires d'habitat juif autorisées se sont rétrécies. L'Espagne a renvoyé ses juifs, le Portugal aussi, les possessions aragonaises, la Sicile, la Sardaigne aussi, le Royaume de France il y a bien longtemps, l'Angleterre il y a bien longtemps, et donc les Juifs sont acculés ou au départ ou à la conversion. Ceux qui partent vont dans le comtat venessin tout proche, cette enclave pontificale indépendante du Royaume de France, sur lequel j'ai écrit un livre, publié en 2017, et ils vont dans les Balkans lointains, que vous connaissez bien au cercle de généalogie. Et puis, il y a ceux, 1 millier environ, qui acceptent de se convertir pour vivre dans une Provence désormais française sans juifs. Et c'est ainsi qu'on a des Roquebrune, José de Lunel à Aix-en-Provence, qui a été le dirigeant communautaire de la ville, de la communauté juive d'Aix, va devenir Guillaume de Roquebrune, Bertrand d'Entrecasteaux, des noms tout à fait étonnants qui émanent des nobles de Provence, qui parrainent ces candidats. Ils faisaient des bonnes actions, ils faisaient des mitzvot en encourageant leur conversion, et ils leur ont donné leur nom patronymique et leur nom de baptême. Et pour finir, je vous dirais que Louis XII, alors c'est Charles VII puis Louis XII qui expulsent les Juifs, mais Louis XII, en 1512, émet un impôt sur les néophytes. C'est-à-dire que ces gens ont décidé d'embrasser le christianisme, mais il y a un impôt qui les rattrape et qui va être en quelque sorte un facteur marqueur identitaire. Parce que on a les listes des chefs de feu néophytes et pour chaque localité, on a les néophytes qui vivent dans ces localités qui sont imposés. Donc, si vous voulez, ce document a fourni un canevas incroyable pour chercher dans les registres de notaires contemporains, faire coïncider les identités. Quand on a un Guillaume de Roquebrune que l'on trouve chez un notaire et que le notaire dit que c'était autrefois un Olim Iudeus du nom de José de Lunel, il n'y a pas photo.
Alors, la liste est une vraie liste parce que il y a eu Jules Bauer a écrit que c'était une liste apocryphe, que c'était pas possible. Cette liste de noms émanait plus d'un armorial de la noblesse provençale que de juifs sortis du ghetto. Mais il se trompait, ce sont bien des juifs convertis et qui ont été parrainés par les grands de Provence. Et ça a fourni un, un outil de travail formidable pour les chercheurs actuels. Et figurez-vous que ces néophytes, quand même, durant tout le XVIe siècle, les contemporains vont les appréhender que de retaillons, de maranes. Retaillon, en provençal, c'est circoncis, n'est-ce pas? Et même Nostradamus, les haineux, qu'on a dit euh, son disciple, Jean-Aimé de Chavigny, les haineux vont le traiter de retaillon. Donc, il est né dans le giron de l'Église, mais il a été vu, ses contemporains savaient très bien de quel lignage il descendait. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, je vous ai pas dit tout. C'est contenu dans ce livre qui est sorti cette année. Je vous remercie pour votre attention.